Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mercredi 5 septembre 2018. Excusez-moi pour ces 4 petites minutes de retard. Il est 9h04 heure française. Aujourd'hui sera un rendez-vous important aux yeux des investisseurs, étant donné il y aura pas mal d'annonces concernant bien les relations commerciales qu'adopteront les États-Unis avec ses différents partenaires. On a notamment la reprise des discussions entre le Canada et les États-Unis dans le cadre des renégociations de l'ALENA. Je vous rappelle que la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, le Mexique et les États-Unis avaient trouvé un accord. Le Canada qui était sorti de la table des négociations pendant un peu plus d'un mois, 5 semaines pendant l'été, étant donné que c'était des sujets qui ne l'intéressaient, enfin, qui n'étaient pas particulièrement visés. Euh, donc voilà, nous aurons la reprise des discussions commerciales entre le Canada et les États-Unis aujourd'hui, et nous aurons potentiellement des tarifs douaniers, ou en tout cas du moins la consultation, je vous rappelle publique, hein, qu'entreprend Washington pour savoir si les États-Unis doivent mettre en place des tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises importées euh, dans les US. Donc fin de la période de consultation aujourd'hui. Peut-être, c'est pas certain, mais peut-être une décision qui sera annoncée demain. Peut-être une décision de taxer ces, euh, ces 200 milliards de dollars de marchandises chinoises supplémentaires, ou peut-être l'abandon de cette mesure. Voilà, donc fin de la période de consultation aujourd'hui et potentiellement une annonce demain. Voici tout de suite l'avertissement gage sur risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Didier, j'espère que vous allez bien. Bruno, que je suis également. Raymond, bonjour. Didier, un second Didier, bien bonjour à vous, Frédéric, Franck, Edgy, Brice, voilà. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez très bien en ce mercredi matin. Voici le briefing d'actualité. Alors pour faire rapide, au niveau de l'Italie, on a le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini qui a tenté de rassurer les marchés hier, ce qui a plutôt fonctionné, hein, en assurant que la politique du gouvernement de Giuseppe Conte ne provoquerait pas de dérapage budgétaire et une flambée du déficit public. Donc en clair, rester dans les clous de Bruxelles. On a eu le spread, ce fameux spread que je vous parle depuis maintenant pas mal de temps, Italie-Allemagne qui a perdu 10 points de base, ce qui est très positif pour l'euro, pour les marchés européens d'une manière voilà globale. Ça s'est pas fait ressentir hier sur les marchés au niveau des marchés actions, à part pour le MIB qui a pris 1%, mais sinon si on regarde le CAC, le DAX, Eurostock 50, ils ont ces trois indices, même les autres indices ont perdu, ont baissé, étant donné que au premier plan c'était vraiment les relations commerciales, le protectionnisme américain qui voilà fait vraiment pression sur les marchés. Et finalement la situation en Italie euh, soutient, enfin, et on va dire voilà tout simplement au second plan. C'est au second plan. Donc si on a une bonne annonce du côté d'Italie, mais dans le même temps on a des incertitudes commerciales, eh bien on va avoir un marché qui va quand même rester sous pression. D'un point de vue macroéconomique, l'indice PMI composite Kexin a chuté à 52 en août, son niveau le plus bas en 5 mois, contre 52,3 en juillet. Donc je vous rappelle, hier on avait le PMI manufacturier qui était ressorti très faible. Et donc là, l'indice PMI composite, qui est l'indice global, hein, qui réunit celui manufacturier et celui des services, et donc 52, 52 c'est faible. Je vous rappelle que la limite de 50 permet de savoir si on a une activité économique qui se développe ou qui se rétracte. Au-dessus de 50, euh, on va considérer que on a une économie qui se développe. En dessous, une économie qui se contracte. Donc si par exemple on a 2 mois consécutifs où l'activité économique, par exemple composite, se rétracte, eh bien le PIB trimestriel qui sera publié quelques mois plus tard aura des chances d'être négatif. D'ailleurs, en parlant de PIB négatif, on a l'Afrique du Sud, hein, le pays qui est entré en récession au deuxième trimestre pour la première fois depuis 2009, enchaînant son deuxième trimestre de recul de son PIB, moins 2,7% de son PIB au premier trimestre, moins 0,7%
le trimestre précédent en raison d'un repli dans les secteurs de l'agriculture, des transports et de la distribution. Toujours sur le point macro, l'économie australienne a enregistré une croissance de 0,9% au deuxième trimestre, supérieure aux attentes, à 0,07% en raison d'une hausse des exportations, excusez-moi, faut que je refasse ma phrase, une hausse des exportations, de la consommation et des dépenses publiques. Et donc, concernant l'ALENA, comme je vous l'ai dit, on a la reprise des négociations aujourd'hui, mais on a surtout le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a déclaré hier que le Canada ne signera pas un accord sans un mécanisme de règlement des différends. C'est le chapitre 19 de l'ALENA que l'administration Trump veut s'en débarrasser pour cause de violation de la souveraineté des États-Unis. Donc ça, c'est le point noir majeur entre le Canada et les États-Unis. Et donc ça sera à suivre de très près. Et enfin, pour la petite annonce de la veille, Amazon qui a franchi le cap des 1000 milliards de dollars en bourse hier. Donc un peu moins d'un mois, un mois pile poil après Apple. Apple c'était il me semble le 3 août et donc Amazon le 4 septembre. Voilà. Donc voilà, résumé la séance américaine hier et asiatique ce matin. On a un marché à actions, des marchés à actions qui sont sous pression. Même, on le voit, le Nasdaq 100, les small caps, les large caps américaines, c'est l'aversion pour le risque. Le DXY est haussier. On a une crise des marchés émergents qui continue. Après la Turquie, on a eu l'Argentine, on a l'Afrique du Sud qui rentre officiellement en récession. On a la Chine, voilà, qui a une activité, on voit composite qui est à un plus bas de 5 mois. L'activité manufacturière a déçu. On a le gouvernement chinois qui met en place des mesures pour stimuler la consommation, pour compenser le fait que, il va potentiellement avoir moins d'exportation de la Chine. Donc, ce week-end, on a eu par exemple la Chine qui a abaissé les taxes sur l'imposition des revenus les plus faibles, pour que ces revenus plus faibles ont plus de pouvoir d'achat. Donc voilà, on a des marchés émergents qui sont extrêmement sous pression. On a un protectionnisme américain qui fait également pression. Et donc voilà, concrètement, on a un marché action qui est très sensible actuellement. On a les États-Unis qui sont complètement déconnectés. Là, on a eu une séance de rouge, mais globalement, la semaine dernière, on a eu que des nouveaux records. Donc voilà, on n'a pas non plus aux États-Unis de quoi être sous pression, mais en tout cas on le voit en Europe ou pire en Asie, mais ça c'est normal. Mais même au Japon par exemple, qui est une économie développée en Asie, eh bien Japon ou Europe sont sous pression. Voilà, donc tant qu'on n'aura pas de résolution déjà de l'ALENA, je pense que le marché va rester dans ce même environnement. Parce que si on a un accord de l'ALENA, ça enverra quand même un petit signal positif aux yeux des investisseurs, parce que ça voudra vraiment dire que Donald Trump souhaite et va jusqu'au bout des négociations et n'est pas que là pour critiquer des accords, parce que pour le moment c'est un petit peu ce que l'administration de Trump réalise entre les États-Unis et l'UE, les États-Unis et les partenaires de l'ALENA, les États-Unis avec la Chine et j'en saute probablement, mais pour le moment on a des négociations entre les États-Unis et probablement avec tous les autres pays du monde, mais on n'a pas eu encore vraiment d'accord concret, de gros accords. Donc dès qu'on aura un important accord, au moins le marché sera sûr que l'administration de Trump est bien là euh, pour renégocier un accord et non pas juste pour créer du bruit. Voilà. Donc marché action sous pression. Statistiquement, dès que le S&P 500 baisse 2 jours consécutifs, on a une probabilité de rebond quand même assez élevée. Donc on a une séance de baisse. Si on en a une seconde, ça sera un signal haussier. D'un point de vue quantitatif, bien évidemment. Et ce matin, donc on a vraiment du 10 ans américain qui prend 2 points de base, le yen qui est en légère hausse, le gold en baisse parce qu'on a le dollar qui est en hausse encore ce matin, et le nickel, le Hang Seng sous pression.
Au niveau du calendrier économique, donc comme vous pouvez le voir, 3h30, on a eu le PIB australien ressorti à 3-4% sur un rythme annuel, ce qui est extrêmement important. L'indice PMI composite Kexin, 52. À 10h30, nous aurons l'indice PMI du Royaume-Uni, attendu à 54,1, donc en hausse par rapport au précédent mois à 53,6. Nous aurons surtout à 11h les ventes au détail de la zone euro, ça sera important, attendu à 1,3%, qui dit hausse des ventes de détail dit hausse de la consommation et qui dit potentiellement hausse de l'inflation. Balance commerciale, alors plus que la balance commerciale, c'est la balance commerciale avec la Chine qui sera surveillée, parce que forcément si on a une balance commerciale avec la Chine qui diminue, eh bien sera comment dire, négatif pour la Chine, parce que ça voudra dire que la Chine a soit moins exporté des produits vers les États-Unis ou a plus importé des produits américains. Et dans ce contexte de guerre commerciale, ce sera très important de suivre la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et enfin, la décision des taux de la Banque du Canada à 16h. Bon, honnêtement, il y a un risque plutôt baissier, comme je vous l'ai dit hier. Pourquoi? Bien parce que déjà, il n'y a aucune hausse des taux qui est attendue aujourd'hui. La probabilité d'une hausse des taux est de 19%. Elle est de plus de 80% pour le mois d'octobre. Donc concrètement, la hausse des taux se fera normalement au mois d'octobre. Et au niveau du communiqué de la Banque du Canada, ça devrait être globalement la même chose, c'est-à-dire des risques provenant des discussions commerciales finalement. En fait, la renégociation de l'ALENA. Et enfin, on a eu une hausse des taux, je vous rappelle, en juillet dernier. Donc, au vu des incertitudes que nous avons sur les marchés financiers actuellement, ça me semble peu probable qu'on ait une hausse des taux aujourd'hui. Et donc, le risque me semble beaucoup plus orienté à la baisse plutôt qu'à la hausse. Voilà, alors je passe tout de suite sur les marchés. On a le yen, le dollar qui sont les deux devises les plus fortes. À l'inverse, euro, GBP, les deux devises les plus faibles ce matin. Deux devises les plus faibles. Donc voilà, euro dollar ça revient à 1,15, euro yen en baisse, GBP USD. Alors simplement, je souhaite vous faire voir le GBP index. Regardez ce GBP index. On va se mettre en weekly. Hebdomadaire, les deux points de contact, l'extension avec le troisième point qui permet de valider cette oblique. Et vous voyez, on a le troisième avec la semaine dernière un beau chandelier haussier, le stochastique qui se croise. Voilà, on est peut-être au début d'un rebond important pour le GBP. Je pense encore trop tôt pour en être pour en être certain, pour pouvoir le trader, bien que le risque se tourne de plus en plus, enfin le potentiel de trading se tourne davantage à la hausse qu'à la baisse dorénavant. Mais vous voyez que d'un point de vue trading, de timing, j'aimerais attendre la clôture, le dépassement de cette oblique baissière en bleu qui vient chercher 3, vous voyez, 3 points hauts. Donc j'attends qu'au cours franchisse cette oblique pour optimiser les chances de se positionner dans le bon sens. Mais ça ne change pas au fait que ce matin, nous avons le GBP qui est sous pression et également l'euro. Alors attention parce qu'on a je vous rappelle le PMI composite du Royaume-Uni qui sera publié à 10h30 et les ventes au détail de la zone euro qui seront publiées à 11h. Donc GBP USD selon bien évidemment le PMI composite, on va soit venir chercher les 1,2773 ou soit on va avoir un rebond jusqu'au pivot mensuel, même pas, honnêtement le plus haut de la veille. C'est pas un PMI composite qui va vraiment changer la tendance du GBP. Mais voilà, d'un point de vue technique, on voit que la tendance est encore baissière et voilà comme on l'a annoncé en début de semaine. En début de semaine, je disais que les 1,2773 seraient un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Et bien voilà, il suffit de faire preuve d'un petit peu de patience et je pense que nous pouvons attendre le retour à ce niveau de prix pour se positionner à l'achat, mettre un stop sous le récent plus bas, ce qui offrirait un ratio risque-rendement extrêmement intéressant si on vise la moyenne mobile à son jour qui est en orange sur le graphique devant nous. En 4 heures, alors en 4 heures, on le voit, on a une belle baisse. Donc voilà, retour à 1,2773 en intraday. L'euro dollar, hier on est venu chercher les 1,1550, donc c'est le niveau de prix
qui m'intéressait en début de semaine pour passer à l'achat sur l'euro dollar sur du moyen terme et viser les 1,20. Donc voilà, je reste je suis haussier sur l'euro dollar. 1,1550, c'est le niveau de timing que j'ai annoncé en début de semaine voilà, qui me semble intéressant pour passer à l'achat avec un stop sous les 1,15. 1,15, c'est le seuil à ne pas dépasser. C'est le seuil à ne pas dépasser. Sinon, on revient chercher le plus bas. Sinon, on vient chercher les 1,3124. Mais tant que les 1,15 sont sauvegardés, il n'y a pas de raison de mettre en place des stratégies vendeuses en dessous de ce seuil-là. Donc voilà. Personnellement, vous voyez, on a en fait une zone de prix. Si je devais la tracer à peu près rapidement, vous voyez, on a les 61%, on a cette large zone de prix qui est la zone de timing pour entrer à l'achat. Donc si vous êtes à l'achat dans cette zone, un stop sous les 1,15, sous les 61, vous voyez, vers 1,1460 pour viser à court terme les 1,1736 et voilà, dans l'optique de viser les 1,20 sur du moyen long terme. Donc ça fait un ratio risque-rendement extrêmement positif. Encore une fois, tout est une question de ratio risque-rendement. Moi, je vois un dollar index qui est sous résistance, vous voyez, qui arrive sous résistance à nouveau. La dernière fois qu'il a testé cette résistance, eh bien, vous voyez, on a eu un beau repli. Je ne dis pas qu'on a 100% de chance qu'on ait un nouveau repli, mais voilà. En tout cas, je vois un dollar sous résistance, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il commence à ralentir, ce qui pourrait permettre à l'euro de surperformer, parce que si on regarde l'euro index, finalement l'euro index il est pas baissier. Vous voyez, l'euro index il est également haussier, il est également sous résistance, mais on a ce spread, vous voyez, qui perd 4 points de base ce matin, 10 points de base hier, et moi ma perspective, vous savez, depuis le début de la semaine, elle est baissière sur bien sûr du moyen terme. En fait, tant qu'on vient pas au moins au milieu de ce canal, je suis plutôt optimiste sur le fait que ce spread devrait baisser. Et si ce spread baisse, alors l'euro-dollar devrait, l'euro, l'euro index, point de vue général, devrait augmenter. Regardez, on a l'euro index devant nous, et je vais juste superposer ce spread. Je superpose ce spread entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, donc entre le BTP et le Bund, et là vous voyez, point haut pour le spread, point bas pour l'euro. Ici, on n'a pas eu de corrélation à ce moment-là, mais vous voyez qu'ici on avait eu une belle également. On avait eu donc le point bas de l'euro index, le point haut du spread. Donc on a quand même un impact important entre ce spread et l'euro. Là vous voyez, point haut de l'euro, point bas du spread. Le spread qui augmente, l'euro qui baisse. Et là donc si on anticipe une baisse du spread, l'euro devrait naturellement être soutenu. Donc voilà, je suis encore haussier sur l'euro, bien qu'on ait un euro index qui teste une résistance. Voilà, donc haussier euro, euro dollar vers les 1,1550. Comme vous le savez, l'euro UD, l'euro NZD sont des paires, et même l'euro CAD à court terme sont des paires qui m'intéressent. D'ailleurs, euro UD, vous voyez, ça y est, reprise. On a eu une ou deux journées d'indécision sur l'euro UD où c'était un petit peu la contre-tendance. Bon, c'était sur du très court terme, mais vous voyez, depuis l'annonce de ce scénario qui était le mercredi 22 août, on a eu une belle hausse. Nous avons eu une belle hausse et l'objectif, le premier objectif, c'est le second objectif, pardon, parce que j'avais écrit un article disant que le premier objectif c'était, il me semble, c'était ce plus haut, il me semble, 1,60, oui c'était ça, 1,60. Le deuxième objectif, 1,62. Mais honnêtement, tant qu'on est dans ce sens de la tendance, si vous avez encore l'euro UD 1,62, vous pouvez garder une partie de votre position. Vous pouvez prendre une partie des bénéfices à 1,62 et prolonger jusqu'à, vous voyez, 1,6588. Encore une fois, la UD, c'est la devise qui, tant qu'il y aura des incertitudes, enfin, des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, eh bien, sera sous pression. Et en plus, s'il y a des incertitudes sur les marchés émergents, étant donné que les marchés émergents font pression également sur les matières premières, baisse des matières premières, AUD sous pression. Voilà. Donc l'AUD c'est vraiment la devise, comme je vous dis depuis maintenant pas mal de semaines, la plus facile à shorter avec le NZD. Donc voilà, euro UD, direction 1,62, ça c'est plus qu'une question de jours.
Euro NZD, donc l'objectif qui a été atteint, qui a même été dépassé, hein, je n'anticipais pas ce dépassement. La prochaine résistance que je constate est à 1,80. Vous voyez le seuil psychologique, donc là, on va naturellement, cet Euro NZD, venir chercher les 1,80. En 4 heures, bon, on a des phases de respiration, ce qui est tout à fait normal. Donc, on peut finalement mettre un petit stochastique. Alors, un stochastique, c'est assez pratique pour optimiser son point d'entrée. C'est facile à lire, hein, un stochastique. Et voilà, dès qu'on a un croisement du stochastique vers le bas de ce range entre 0 et 100, eh bien, c'est un signal d'entrée. Voilà, donc là, le stochastique est quand même assez élevé. On va pas attendre un croisement à la hausse du stochastique alors qu'il est aussi élevé. Mais voilà, concrètement, je suis haussier sur l'euro NZD pour la même raison que l'euro UD ou que l'euro CAD. Alors l'euro CAD, il y a une petite divergence dans cette explication, c'est tout simplement parce que il y a beaucoup de facteurs qui ont soutenu le CAD depuis le début de l'été, depuis la fin juin. D'ailleurs, je vous invite à lire mon article que j'ai écrit hier sur le CAD et le peso mexicain, comme quoi ils seraient peut-être surévalués. Je vous l'ai expliqué globalement hier, mais voilà, c'est surtout du côté du peso mexicain où c'est voilà, on a vraiment quelque chose, on a le peso mexicain qui s'est décorrélé de ces des indices historiques, comme par exemple, regardez, hier j'ai tweeté donc voilà. Donc là, on a le peso mexicain avec le rouble, le tsar et le BRL. Qui est-ce qu'ont en commun ces trois devises? Simplement trois devises, trois économies émergentes qui sont également exposées au cours des matières premières. Voilà. Et donc on a l'indice MSCI Emerging Market Index. Vous voyez, donc on a une corrélation totalement positive entre toutes ces devises et l'indice. Et là, depuis la mi-juin, comme le CAD, hein, sauf que le CAD c'est beaucoup moins volatile puisque c'est une économie développée, on a beaucoup moins de volatilité généralement sur les devises des économies développées que sur les économies émergentes. Là, le peso mexicain, vous voyez, totalement décorrélé, bondi, et il est même, là c'est les devises face au dollar, hein. Le peso mexicain est même positif face au dollar depuis le début de l'année. Imaginez, le peso mexicain surperforme le dollar depuis le début de l'année. Il surperforme l'euro, il surperforme le yen. C'est assez, vous voyez, c'est un vrai signal de trading. Un vrai signal, en fait, c'est jouer tout simplement, faire de l'arbitrage, hein, concrètement. On voit qu'on a une décorrélation, alors que la corrélation historique, elle est positive. Si on a une baisse du yuan, on a une baisse des matières premières, on a une baisse du peso mexicain et des marchés émergents. Voilà. Donc MXN baissier, baissier tout simplement. Et je m'attends vraiment à un repli assez important. Important, donc dans mon article, vous voyez, j'avais annoncé donc MXN Yen, on vient chercher les 50% de retracement de cette tendance haussière, donc on va chercher 5,65. Euro MXN, on vient chercher dans un premier temps les 22,89, les 23 concrètement, et ensuite on ira probablement chercher beaucoup plus haut, parce que vraiment le peso mexicain a énormément de marge vraiment à mon goût, enfin à mon sens d'après mon analyse, on a énormément de marge de baisse. Donc voilà, ça c'est le premier objectif. Le CAD également, le CAD a déjà quand même assez retracé sa tendance haussière de l'été, mais on a encore une marge de baisse parce que ce soir on a plus de chances qu'on ait une réaction négative de la part des investisseurs plutôt que positive. Donc l'euro CAD pourrait continuer à progresser, d'autant plus que l'euro, vous l'avez vu hein, sur l'euro index, il est haussier et il a des chances avec ce spread italien-Allemagne, s'il continue de baisser, s'il continue à baisser, pardon, eh bien l'euro CAD a des chances de continuer à progresser. Donc le R2 mensuel, c'est la prochaine résistance. Donc voilà, haussier euro-dollar. Maintenant, là où il y aura, où j'ai le plus de confiance sur les stratégies achat sur l'euro, vous le savez, c'est face à l'AUD ou face au NZD. Donc euro à euro achat euro-dollar, euro-UD, euro-NZD, euro-CAD à court terme. Voilà. On peut également changer la variable euro par le yen. Donc finalement, vendre la UD yen,
vendre le NZD yen, vendre le CAD yen, voilà, ou même vendre l'USD yen. Le USD yen me semble possible également, le yen, hein. C'est pas parce qu'on a une BOJ ultra accommodante que le yen c'est la devise la plus baissière, hein. On a le yen qui a devise refuge et on le voit en ce moment. La caractéristique refuge quand même est assez demandée. Donc voilà, l'USD yen, pour moi, vous voyez, on a une belle résistance vers les 111, 112. Cette résistance, ça se short. Vous voyez, malgré la force du dollar, le yen surperforme depuis la fin juillet. Donc, yen, ça s'achète. Donc voilà, vente AUD yen, vente NZD yen, vente CAD yen, vente USD yen. Maintenant, voilà, faut bien être conscient que la vente du dollar, c'est vraiment pour du moyen terme, parce qu'à court terme, on voit, le dollar, il est haussier. Cette semaine, c'est le dollar qui surperforme. Donc quand je dis vente du dollar, c'est pas pour les prochaines 24 heures, c'est vraiment pour du swing trading moyen terme. C'est pour, on va dire, ce mois-ci. Maintenant, stratégie d'invalidation des ventes du dollar, c'est si on a l'eurodoll, concrètement, qui passe sous 1,15. Si l'eurodoll passe sous 1,15 et que cet index, le chandelier hebdomadaire, alors, voilà, si le chandelier hebdomadaire clôture à l'extérieur de ce canal haussier, donc en fait au-dessus, dans ce cas-là, invalidation des stratégies vendeuses sur le dollar. Et à l'inverse, on pourra continuer à l'acheter. Voilà, AUD-USD, vous voyez, le niveau qu'on avait annoncé hier, 0,7145 atteint. Vous voyez, c'est l'AUD-USD, honnêtement, il y a qu'une chose à faire, c'est de shorter les pullbacks. Pullback, 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 pullback ici. Donc là, simplement, ceux qui sont à la vente, tant mieux. Vous pouvez prendre des bénéfices vers ce niveau de prix ou alors plus bas, vers les 0,75. En fait, il y a même pas vraiment besoin de prendre des bénéfices dans cette tendance, puisque vous voyez que la plupart du temps, l'AUD est baissier. On a des périodes de pullback qui durent on va dire 2 semaines, généralement, mais on n'a pas vraiment de rebond. Donc en fait, on peut faire une stratégie d'accumulation de positions vendeuses. Imaginez, vous voyez, vous vendez ici, vous vendez et vous descendez vos stops petit à petit. Et au final, vous avez une position qui est peut-être 5 fois plus importante que si vous aviez pris une position et clôturé 100 pips plus tard. Voilà, donc vous pouvez très bien accumuler des positions vendeuses dans une stratégie, dans une tendance qui est confirmée, pas dans un début de tendance, parce que dans un début de tendance, c'est toujours risqué. On ne sait jamais si c'est un pullback ou un renversement de la tendance. Voilà, donc là, USD, si on a un stochastique finalement, vous voyez, qui se croise à la baisse au-dessus de 50, eh bien, on pourra exploiter ce signal pour shorter l'AUD. Vous voyez, ici on avait eu le croisement au-dessus de 50, croisement au-dessus de 50, croisement au-dessus de 50, croisement au-dessus de 50. Bon là, vous voyez, ça avait pris un peu de temps, on avait une consolidation. Bon là, c'était presque à 50. Mais donc, vous voyez, là, ce stochastique peut très bien nous aider pour optimiser nos points d'entrée. Alors, pardon, j'ai une question que je n'ai pas vue. Alors, plusieurs questions même. Que pensez-vous du 4CHF? Alors, 4CHF. Alors, le franc suisse, je vois bien un petit peu baisser à court terme, parce que si on a le spread Italie-Espagne qui baisse, eh bien, le franc suisse devrait baisser. Dans le même temps, on a également le CAD qui est sous pression. Donc, en fait, c'est à savoir laquelle va la plus baisser. Si c'est le CAD, alors le CAD CHF sera baissier. Si c'est le CHF, alors le CAD CHF sera bullish. Donc 4 CHF. 4 CHF, on revient sur un niveau de support. Alors je vais retracer mes niveaux de support de résistance. Oui, donc voilà, je pense que nous avons les principaux seuils.
Et donc voilà, là la tendance elle est baissière, on a eu un breakout, vous voyez cette trendline, cassure, donc c'est objectif baissier hein, jusqu'en bas hein, finalement euh, de cette tendance. Hein. Il y en a plusieurs signaux, on a le franchissement de 61% de retracement de Fibonacci, au-delà de 61,8%, généralement on peut dire qu'on a non plus, on parle plus de pullback, mais on parle de renversement de la tendance. Donc là, on part du principe que lorsqu'on a une cassure de 61,8, on va retracer 100% de la tendance, cette tendance haussière. Donc voilà, cassure de 61,8, cassure cette oblique, cassure des 0,75. Donc voilà, plusieurs supports quand même assez importants sur du court terme qui sont dépassés. Donc là, techniquement, c'est signal baissier jusqu'à 0,11230. Ça en est où une négociation entre l'Europe et les US sur le commerce maintenant que entre les US et le Mexique c'est OK et que entre le Canada et les US ça avance. Entre les US et le Mexique c'est d'accord. Entre les US et le Canada ça recommence mercredi. On a eu une semaine de négociation la semaine dernière qui n'a pas abouti à un accord. On a encore des divergences majeures entre le Canada et les États-Unis. Comme je vous l'ai dit, c'est le chapitre 19 de l'ALENA qui bloque vraiment le passage à un accord. Et entre l'Europe et les US, on n'a pas vraiment de discussion en ce moment. Hein. On a récemment l'Europe, il me semble c'était hier ou avant-hier, qui a annoncé qu'elle serait prête à acheter du bœuf américain. Voilà, du bœuf américain. Mais on n'a pas vraiment de discussion, de négociation à proprement dit. On a en tout cas Donald Trump qui a rejeté la proposition des Européens de ne pas taxer, d'échanger les voitures des deux continents de façon vraiment libre, sans taxe de la part des deux pays. Donc entre l'Europe et les US, c'est au point mort. Il y a pas de discussion qui sont entamées ou en tout cas qui sont publiquement annoncées. Je suis baissier sur 200 pips 4 CHF. Bien écoutez Frédéric, c'est parfait. Honnêtement, si vous avez déjà 200 pips de gain, c'est bravo, félicitations à vous. Après, tout dépend du ratio risque-rendement. C'est le plus important. On peut parler de pips, mais le plus important, c'est le ratio risque-rendement. Parce que finalement, si vous risquez 800 pips pour en gagner 200, c'est une mauvaise stratégie. Donc, si vous avez un ratio risque-rendement positif, eh bien écoutez, c'est parfait. Moi, je pense qu'il y a un potentiel baissier, vous voyez, jusqu'à ce niveau de support. En plus, si on devait tracer un niveau de support intermédiaire, moi, le seul que je pourrais voir, c'est celui-ci. Et il vient d'être dépassé. Donc, pour moi, le prochain niveau de support, c'est les 0,11225. On aura probablement une petite réaction du niveau du SA mensuel, mais voilà. 0,11225, plus bas, S2 mensuel, et voilà, tout simplement. Donc, baissier sur le 4 CHF. Alors, quelle paire je pourrais continuer? L'USD CAD, qu'on a parlé hier, eh bien écoutez, l'objectif a été atteint plus rapidement que prévu, honnêtement. Je ne pensais pas que ça allait être atteint aussi rapidement, ce R1 mensuel, 1,32. Voilà, je pense qu'il y a encore un potentiel qui est haussier, d'autant plus que vous voyez sur du 4 heures, on a la sortie par le haut de ce canal baissier. Euh, Là, on teste le R2 hebdomadaire, donc on a quand même pas mal de volatilité, et on voit que là, c'est possible de passer à l'achat à court terme. Je parle bien à court terme. Le dollar est haussier, le CAD a des chances, comme je l'ai dit ce soir, le marché a des chances d'être déçu, je pense. Donc voilà, l'USD4 peut s'acheter avec un stop sous le récent plus bas pour une stratégie intraday et enfin viser un niveau de résistance comme les 1,3250 par exemple. 1,3250, même plutôt 1,3290. On passe au niveau des marchés actions avec alors les indices européens pour le coup hier mon opinion n'a pas été du tout bonne, hein. Alors que j'anticipais plutôt une hausse, eh bien on a eu vraiment une chute. Nous avons eu une chute. Je m'attendais à une hausse jusqu'au pivot du mois, 12 430. Finalement, les premières cotations hier matin ont été étaient les points hauts, hein. C'était les points hauts du jour, et on a eu finalement tout le reste de la journée une baisse. Retour, enfin même venu au S2 hebdomadaire, 12 100. Là par contre on est sur un niveau de support important. Je dis pas qu'il faut payer aveuglement ce niveau de support, mais en tout cas ça surveiller, parce que si on a
un signal haussier, un rebond, vous voyez, eh bien, ça serait un niveau de prix intéressant. J'avais annoncé en début de semaine que, vous voyez, les 12 100 serait un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat, puisque c'est là où le cours a rebondi en juillet, en août, donc pourquoi pas en septembre? Pourquoi pas en septembre? Euh, donc, euh, donc voilà, à surveiller ce DAX sur son niveau de support à 12 100. En tout cas, en intraday, je pense qu'il va venir chercher ce niveau-là. L'euro-dollar, bon, certes, il est en baisse, ce spread également, mais finalement, ce qui a impacté les marchés européens hier, ce qui a impacté la psychologie, c'est le fait qu'on ait eu euh, un protectionnisme américain qui était encore au premier plan. Et aujourd'hui, avec la fin de la consultation publique de Washington concernant les 200 milliards de dollars de marchandises chinoises qui pourraient avoir des taxes supplémentaires et dans le même temps la reprise des négociations entre Canada et Washington, eh bien, on a toujours cette incertitude qui devrait, je pense, dominer. Et donc, de ce fait, le DAX a probablement des chances de reculer aujourd'hui. Au niveau du CAC 40, eh bien écoutez, c'est le même topo, hein, c'est plutôt baissier. Vous voyez, on vient au plus bas du mois d'août. On n'est pas encore au plus bas du mois de juillet. Le plus bas du mois de juillet sont à 5250 points. Donc on va peut-être venir chercher ce niveau-là. En tout cas, pour le moment, il teste les 5300. C'est un niveau de support très important. Ces 5300, c'est un pivot hein, depuis le début de l'année 2017. Si vous regardez cette bande, enfin cette droite horizontale noire qui varie en fait entre support et résistance, donc c'est un pivot important sur lequel le cours pourrait rebondir, mais pour le moment on n'a pas de rebond, donc c'est pas le moment d'acheter le CAC 40. C'est pas le moment non plus de le vendre. Pareil, d'un point de vue ratio risque-rendement, vous voyez, vendre les 5300 pour viser quel seuil? Allez, les 5246. Si on part de principe qu'on vise les 5246, d'un point de vue ratio risque-rendement, où mettons notre stop? Personnellement, si je veux mettre un stop maintenant, je le mettrai ici, en dessous du précédent sommet. Donc 60 pips de risque pour 60 pips de gain. Ratio de rendement de 1, ça me semble pas vraiment intéressant. Donc voilà, même au prix actuel, honnêtement, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire euh, en day trading. En scalping peut-être, mais en day trading, honnêtement, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire. Alors peut-être mettre un stop dans le cap, au-dessus du gap, vous voyez. Dans ce cas-là, on réduit la taille du stop. Mais même en réduisant la taille du stop, imaginez que vous mettez votre stop au-dessus du gap, donc de 40 pips pour 60, 40-60. Vous voyez, ça fait 1,5, ratio vraiment de 1,5. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Donc plutôt baissier hein, sur les marchés actions européens ce matin. On a toujours, comment dire, un climat d'incertitude sur eh bien sur les négociations, sur le protectionnisme américain, tout simplement. Et au niveau des matières premières, alors on a l'or qui rebondit hein, de façon vraiment totalement indépendante. Regardez, 0,13% en hausse, alors que le TXI est en hausse et que toutes les autres matières premières sont en baisse. Même l'argent qui est corrélé normalement à l'or, vous voyez, est en baisse. Donc on a là devant nous un signal baissier pour l'or. Bien qu'on est sur un niveau de prix très attractif sur du moyen long terme, on a l'or qui voilà est décorrélé en intraday des métaux et du dollar. Donc là normalement l'or devrait se retrouver normalement il devrait être sous pression. Je pense que les 1180 peuvent être atteints. Si on pense que l'euro dollar va venir chercher les 1,15, alors le gold a des chances de revenir à 1180. Voilà donc perspective baissière sur l'once d'or. Techniquement, je parle bien techniquement, tant qu'on n'a pas un sommet de plus en plus haut, enfin tant qu'on n'a pas des sommets et des creux de plus en plus haut, on n'a pas de tendance haussière. Et pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a un creux, un sommet, on n'a pas encore le creux et on n'a pas encore le nouveau sommet. Donc si on franchit ce seuil, on aura confirmation d'un rebond. Tant qu'on est sous ce seuil, on reste dans une tendance qui est baissière, avec le prix qui est toujours sous sa moyenne mobile
voyez, à 100 jours. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il est revenu entre sa moyenne mobile à 50 et 100 jours. Et vous savez que auparavant, ce fut un signal plutôt négatif pour l'or. Si nous devions tracer une oblique baissière, eh bien, vous voyez que celle-ci, enfin le cours est encore loin de cette oblique. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de dépassement, déjà la moyenne mobile à 50 qui est en vert, qui fait office de résistance depuis le début du bear market, eh bien on reste dans une tendance qui est baissière. Maintenant, je vous cache pas qu'à moyen terme, on reste quand même sur un prix très attractif. L'or, là, vous voyez, c'est une ressource limitée. Euh, Baisse de la liquidité des banques centrales à partir de l'année prochaine. Le bilan réuni des banques centrales sera négatif, sera en baisse. Et donc, ça devrait soutenir l'or. D'autant plus que la demande est amenée à progresser. Et que l'offre est assez limitée. Alors, voilà, donc l'or baissier sur du très court terme jusqu'à 1180 à peu près. 1180, 1185, vous voyez le 1185 c'est le S2 hebdomadaire. Donc dans un premier temps ce niveau de prix. Le brut pétrole n'a pas confirmé le breakout, vous voyez qu'il n'a pas clôturé au-dessus des 70$. Le Brent n'a pas dépassé son canal. Donc là on a vraiment un bon signal baissier. D'un point de vue encore une fois, ça sent un peu répétitif mais ratio risque-rendement. Voilà des stochastiques qui se croisent au-dessus de 80. Le prix qui ne valide pas et qui même échoue à dépasser ce canal. Le brut qui est également sous résistance et qui même, ça me fait penser à une shooting star, sauf que normalement shooting star il y a un gap avec le précédent canal, mais on voit clairement qu'il y a eu un renversement de la psychologie. On a eu hier en début de journée une psychologie, plutôt un optimisme de la part des investisseurs, et ensuite le marché qui s'est retourné, qui est finalement clôturé à son plus bas du jour, presque à son plus bas du jour. Donc on a clairement un signal baissier d'un point de vue des changes japonais sur le brut. Et sur le Brent, le fait qu'on a également un échec et que vous voyez on a le même change de lié, eh bien c'est baissier également. Donc là, d'un point de vue ratio risque rendement, je pense qu'on peut vraiment, on a vraiment quelque chose d'intéressant avec un stop, vous voyez sous le précédent sommet, 210 pips de risque pour, vous voyez le bas du canal, 713, 210, 713, ça fait du 3,5 hein, de tête, 3,5 ratio risque rendement, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant. Donc voilà, baissier sur le Brent et sur le brut également. Sur le brut, on vient chercher la moyenne mobile à 200 jours, tout comme le Brent d'ailleurs. Et donc on me demande le brut en 15 minutes. Alors, une analyse du brut en unité 1 heure et unité 15, pardon. Unité 1 heure tout d'abord. Qu'en 1 heure, bon, vous voyez, renversement de la psychologie hein, d'investisseurs. Ce matin à nouveau. Ce matin à nouveau, donc là, ce qu'on peut anticiper pour les premiers seuils de retracement, 38, 50, 61,8. Ça, c'est des objectifs intermédiaires, notamment le pivot du mois. Vous voyez. Donc 68, 42, 68, 67, 57, 66, 72 seront des prochains supports. Donc voilà, c'est possible de vendre, comme je vous l'ai dit, le brut, tout comme le Brent. D'ailleurs, surtout le Brent, je le trouve plus intéressant à vendre, mais le brut également, pour viser, vous voyez, différents niveaux de support. Si vous êtes sur du très court terme, alors vous pouvez viser 68, 48, 68, 42. Maintenant, d'un point de vue ratio risque-rendement, à très court terme, moi je parle bien. Vous voyez, si on met un stop au pivot hebdomadaire qui est, vous voyez, un top, hein, et le rebond, la reprise baissière, donc 50 points de risque pour 45 si on vise les 68-42, donc c'est pas très intéressant. Par contre, si on vise le pivot du mois, ça fait 100, donc 50% ratio de rendement de 2. Donc là, à court terme, on a quelque chose d'intéressant. Et en 15 minutes, bon, en 15 minutes, ça confirme la tendance baissière concrètement. Si vous tradez si vous faites votre analyse sur du horaire, vous pouvez optimiser votre point d'entrée grâce aux 15 minutes. D'ailleurs, hein, d'un point de vue entre trading et analyse, il y a une petite notion de différence. La seule notion de différence entre trading et analyse, c'est que dans le trading, il y a une notion de timing, alors que dans l'analyse, nous ne l'avons pas. Et donc, pour analyser le timing, faut aller sur une unité plus faible que votre analyse. Si par exemple vous avez un breakout sur du journalier, cherchez sur du 4 heures
si vous en avez un plus tôt. Normalement, vous devriez en avoir eu un plus tôt. Voilà. Voilà donc pour ce pétrole clairement baissier. Et voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour ce point de marché, on a fait le tour. Aversion, enfin oui, plutôt aversion pour le risque, on le voit sur les marchés actions. Vous voyez, tous les marchés actions sont dans le rouge, même les futurs américains. Euh, Matières premières dans le rouge. On a le dollar et le yen qui sont en hausse. Dollar et yen en hausse, vous savez, c'est de l'aversion pour le risque. Euh, À l'inverse, on a euro, AUD, GBP. Vous voyez d'ailleurs, GBP, personnellement, quand je me suis connecté ce matin, l'AUD était haussier grâce à la bonne enfin la bonne croissance australienne. Et vous voyez, il s'est complètement retourné. Vraiment, les Européens qui ont changé la psychologie, enfin, qui ont accentué l'aversion pour le risque, clairement. Donc voilà, c'est aversion pour le risque ce matin, en tout cas jusqu'à l'ouverture du marché américain. Marché américain, ça pourrait peut-être changer. On peut avoir un regain d'appétit pour le risque, hein. Mais en tout cas, jusqu'à l'ouverture du marché américain, jusqu'à 15h à peu près, 15h, 15h30, on devrait avoir la version pour risque qui devrait dominer. IBEX tente un rebond mais non validé. Alors, je réponds à cette question de l'IBEX, je réponds aux dernières questions, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser avant que je vous laisse. Alors, en journalier, on est dans un beau canal baissier, hein. Euh, Beau canal baissier, là on vient chercher, je pense, les 9234. 9234. Tente un rebond, voilà, mais c'est du contre-tendance, hein, pour le moment. Ouais, c'est du contre-tendance. On a un DAX qui oriente à la baisse, un CAC qui oriente à la baisse, l'IBEX va pas progresser tout seul. Donc voilà. Concrètement, l'IBEX, pareil, hein, le stochastique peut être utilisé pour optimiser son point d'entrée. Voilà, donc là, c'est baissier à court terme jusqu'à 9134. C'est le prochain niveau de support majeur. Vous voyez, c'était un niveau de support qui a permis un rebond pendant le bull market de 2017. Donc voilà, à surveiller, c'est 9234. Si on a un breakout, dans ce cas, c'est un breakout hebdomadaire, hein. Je parle bien parce que si on a un breakout journalier, bon, ça va pas être suffisant. Mais si on a un breakout d'un chandelier hebdomadaire, dans ce cas, c'est signal baissier jusqu'à 8433. Voilà donc pour ce point marché. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir pour ceux que je retrouverai pour mon webinaire éducatif sur le VIX. Enfin, depuis le temps que je vous en parle. Donc, webinaire éducatif sur le VIX ce soir à 18h. Et voilà. Et sinon, je vous dis à demain pour ceux que je ne retrouverai pas ce soir. Excellente journée à vous et donc à ce soir.